On va lire cette semaine Parashat extraordinaire, Parashat Miketz. Parashat Miketz, c'est une parasha qui a toujours rapport avec Hanouka. Donc, toujours il y a un rapport avec la Yosef Hatzadik et Hanouka. Déjà, dans la Gemara, dans Daf Kaf Aleph, Kaf Bet, dans Masechet Shabbat, quand on nous parle de Hanouka, on commence une histoire avec Yosef, que Yosef, il est tombé on l'a mis dans le bord, on l'a mis dans le puits, et tout de suite après, on nous parle de Hanouka. Il y a un rapport direct entre Yosef et Hanouka, et chaque fois à Hanouka, on va parler de Yosef. Il n'y a pas un Hanouka où on parle pas de Yosef. Ça n'existe pas. Ça veut dire, on va lire ou après, ou avant, ou au milieu, ou pendant l'histoire de Yosef. Et si on prend d'après les nombres numériques des guématriotes, comme on appelle, alors quand on va voir Yosef, c'est guématria 56, et Melech Yavan, c'est 156, Antiochus, c'est 156. On dit que Yosef, il y a le Yosef de Kedusha, et Kenegdo, il y a les Yevanim. Ça veut dire, Yosef, c'est lui qui vient contre les Yevanim, contre la Touma. Après, il faut comprendre que la discussion qu'il y avait entre Yosef et les frères de Yosef, c'était comment un juif, il doit se comporter. Les frères de Yosef, ils étaient persuadés qu'un juif, il doit se séparer complètement du monde. Il doit être séparé du monde. Et en se séparant du monde, il peut réellement monter. Mais s'il est dans le monde, si d'un coup il devient un ministre ou un second du roi ou quelqu'un qui est vraiment occupé dans les affaires ou le docteur du roi ou quelque chose comme ça, il peut pas réellement étudier la Torah comme il faut. La Torah, elle est faite pour les gens qui se séparent du monde et qui sont des bergers. C'est pour ça qu'il y a marqué que les frères de Yosef, c'était tous des bergers. Pourquoi ils étaient des bergers? Parce que le berger, il doit garder le troupeau. La bracha, elle vient directement d'Akadosh Baruch Hu. S'il est le troupeau, il va avoir des enfants, il va pas avoir des enfants, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il doit faire un travail minimal avec une grande confiance. Non, il y en a un travail quand même, hein. C'est pas simple d'être berger, mais la majorité du temps, il peut rester à côté des brebis et étudier la Torah. Et pas s'occuper de tout ce qui a rapport avec tout le bruit, avec tous les gens, avec les discussions entre les humains, etc. Il est complètement séparé. Et lui, Yosef, il pensait le contraire. Lui, il pensait que non, on doit rentrer dans ce monde et dans ce monde influencer. Et c'est pour ça que les frères de Yosef, après qu'ils ont vendu Yosef et qu'ils ont retrouvé Yosef, ils pouvaient même pas s'imaginer que la noble personne qu'ils avaient devant eux, qui était le second du roi, pouvait être quelqu'un qui faisait partie de la famille de Yaakov. Parce que la famille de Yaakov, des années et des années, c'était des bergers. C'était pas des gens qui avaient rapport avec le grand monde, si on veut, dans le sens simple d'être un politicien, d'être quelqu'un qui a rapport avec le roi et d'être attaché avec Akadosh Baruch Hu. Mais Yaakov, il a compris que le peuple juif, il va pas rester tout le temps en Eretz Israël, il va partir en Galout. Et pendant tout le moment où le peuple juif, il va évoluer, il va devoir travailler à Akadosh Baruch Hu dans toutes les manières. Donc, il a compris que le travail de Yosef, ça sera vraiment le travail du peuple juif dans l'avenir. C'est vrai que maintenant, c'était d'être berger, mais dans l'avenir, on est obligé par passer par le travail de Yosef, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que chaque personne le travaille. Que ce soit un politicien, que ce soit un médecin, que ce soit un berger, que ce soit quelqu'un qui nettoie le parterre. Comment ça s'appelle, technicien de surface. N'importe quelle personne doit travailler à Kadosh Baruch Hu à sa manière. Mais ce qui est sûr, c'est que même si on fait un rêve, on voit ça dans notre paracha, même si
Akadosh Baruch Hu nous a voué vers quelque chose. Ça doit se passer par un travail. Ça doit se passer par une certaine difficulté. Si quelqu'un il vient, il lit la première paracha. Donc il va lire la parachat Vayeshev. Et il voit que Yosef, il descend en Égypte, comme on expliquait dans le cours d'avant, descend avec toutes les explications dans Hourad. D'accord? Hourad, on avait vu, Hourad il est descendu de son niveau, puisqu'il n'était pas à côté de ses frères, de son père surtout. Et après, il est descendu, à Hourad, ça veut dire non, au contraire, c'est le Rodé, celui qui domine, va dominer l'Égypte. Et on a expliqué, Vayered Mitzrayim à celui qui va faire descendre la Shrina en Égypte. D'accord, on a expliqué toutes ces explications. Mais Yosef, quand même, il est, d'après le sens simple, ça c'est sûr que ce qu'il pouvait voir, malgré qu'à chaque instant, il mentionnait Akadosh Baruch Hu. Yosef, il a marqué qu'à chaque fois, il mentionnait Akadosh Baruch Hu. Il disait Hachem, il donnait le nom de Hachem tellement que même les gens qui étaient autour de lui, d'un coup, ils parlaient d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais on voit que les gens, quand ils lisent cette paracha, ce qu'on entend de ça, ce que le monde entend de Hourad, c'est qu'il est vraiment, vraiment descendu. Et il est descendu, il a été vendu comme un esclave. Et après, il a été considéré comme un prisonnier. Et au moment où on s'attend à ce que, ça y est, il va sortir parce que on voit sa grandeur, on voit son intelligence, on voit sa puissance, puisqu'il arrive à donner la solution au maître panetier et la solution au maître, à celui qui servait la coupe de vin au roi. Et on se dit, cette fois-ci, dans un mois, quand il va avoir l'anniversaire de Paro, il va sortir. Et là, on voit la difficulté. On voit que Yosef, il ne sort pas. On s'arrête. On ne lit plus. On ne lit pas cette sortie. On ne lit pas la continuation de l'histoire. On s'arrête une semaine pour nous laisser comprendre la difficulté que Yosef avait. Nous laisser comprendre que ça n'a pas été facile pour Yosef. Et que la semaine d'après, dans la Torah, c'était pas une semaine après, c'était 2 ans après, qu'une semaine après, on lit ce qui s'est passé, on lit comment Yosef, il commence à sortir de cette histoire, de ce Hourad, que le Hourad n'était pas Hourad. Alors, on va recommencer du début. Comment commence toute cette histoire? Tout commence par un rêve, dans la parasha de Vayeshev, où Yosef, il rêve, un rêve, et ce rêve-là amène ses frères à le détester. D'accord? Et après, il y a un rêve à la fin de la parasha précédente, on va parler du rêve du panetier, d'accord? Du maître panetier, et du sar et du maître qui s'occupe du vin, d'accord? Donc encore un rêve. Et ce rêve-là, normalement, aurait dû le sortir de là où il était, mais ça l'a pas sorti. Et après, il y a le rêve de Paro, qui, lui, ce rêve-là, le fait sortir Yosef. Alors, déjà, il faut comprendre que, pourquoi la Torah a arrêté l'histoire au milieu? Pourquoi la Torah, si tu veux, dans Parashat Vayeshev, on a Yosef, qui est en haut, et puis qui commence à descendre, enfin, comme on a dit toutes les explications, on descend, d'accord? Et là, il se trouve devant le maître, un sar, un ministre de celui qui a mené la boisson, donc le vin à Paro, et là, il lui demande quelque chose, et qu'est-ce qui se passe? On sait pas. On doit attendre, sur celui qui n'a pas de fromage, il doit attendre 1 semaine pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Yosef, comment ça va se passer. Pourquoi la Torah nous a fait ça? Parce que la Torah, elle a voulu nous apprendre que c'était dur pour Yosef. De même que nous, si tu veux,
de même que nous, on a une certaine difficulté de se dire, alors qu'est-ce qui se passe? Et on attend. On comprend que Yosef aussi, il a attendu. Pendant 2 ans, il a attendu ce moment-là. Si on veut, Akadosh Baruch Hu nous dit, sachez que même si j'ai tout prévu, j'ai prévu déjà que Yosef, Yosef il a fait déjà le rêve. Et c'est déjà prévu que Yosef, à la fin, il sera quelqu'un d'extraordinaire. Mais pas toujours, tout se passe tout de suite. Il y a un chemin. Et le chemin, des fois, il nous a l'air très dur. C'est pour ça que on veut appuyer sur ce chemin qui des fois est dur. On veut dire, ça a été dur, il a attendu 2 ans. 2 ans dans un puits. D'accord? C'était pas très loin on sait pas ce qui se passe à Haza. Mais pour Yosef, ça devait pas être très très loin de ce qui se passait pour lui dans le puits. Sûrement au niveau spirituel, juste le fait qu'il était loin de son père, loin du tzaddik. Quand un chassid il se trouve loin d'un tzaddik, alors c'est sûr que c'est dur pour lui. Et là, il était loin de sa famille, loin de tout le monde. Et donc, c'était très, très dur pour lui. Mais la Torah veut nous dire, si on veut, que, ok, c'était dur, mais à la fin, il a eu ce qu'il a voulu. La Gemara, elle dit comme ça, que Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il soit riche, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il doit acheter, il doit vendre. Comme ça, la Gemara dit, il doit acheter, il doit vendre. Alors, la Gemara dit, mais attends, il y a plein de gens qui achètent et qui vendent, à la fin, ils n'ont pas de la richesse. Alors, la Gemara dit, non, il doit acheter, il doit vendre et croire en Akadosh Baruch Hu. Alors, les commentaires, ils disent, alors qu'il n'a qu'à croire en Akadosh Baruch Hu, ça suffit. Non. Akadosh Baruch Hu, il veut les deux. Il veut le Yagata ou Matzata Ta'amin. Il veut le Yagia, il veut le travail de l'homme. Et avec le travail de l'homme, alors on arrive à quelque chose. Même si quelqu'un, il a eu une destinée qui sera ministre, le second du monde, parce que c'était en fait le second du roi du monde, il doit travailler, il doit faire quelque chose. Il doit pas se dire, c'est ma destinée et c'est tout. Et comme on dit, dormir sur ses lauriers. Un homme, il doit travailler, il doit faire quelque chose, il doit attendre, il faut faire Ishtadlut. Et ça, on le voit aussi dans les rêves. Dans les rêves, si on prend les rêves, c'est quoi les rêves qu'on voit? Au début, on voit Yosef, les rêves de Yosef. On va commencer avec les rêves de Yosef. Le rêve de Yosef, Veine anachnu ma'almim alumim betoch hasadeh. Anachnu ma'almim, ça veut dire, on est en train de moissonner son blé. C'est quoi moissonner son blé? C'est faire un travail, c'est faire quelque chose, de pas rester sans rien faire. Alors, d'abord, donc il moissonne le blé. Et le deuxième rêve, c'est quoi? C'est Hashemesh ve'erer v'chadasa kochavim. Ça veut dire, toujours il augmente. D'abord, il parle de quelque chose qui a rapport avec le blé. Tout de suite après, le deuxième rêve qu'il va faire, ça, des choses spirituelles. C'est vrai que ça a pas rapport à un travail, mais il monte de niveau. Alors, il commence avec un travail, il commence avec la terre, à travailler la terre, et le deuxième rêve, hop, ça y est, il va commencer à parler du ciel, des étoiles, il va monter de niveau. Alors que Paro, pas du tout. Quand il parle des halumim, il va parler aussi, lui aussi, il va parler aussi du blé. Mais le blé, chez Paro, dans le rêve de Paro, il sort tout seul. Il y a du blé qui sort et il fait rien. Ça, c'est Paro, d'accord? Et d'abord, de quoi il rêve d'abord? D'abord, il va rêver sur les vaches, d'accord? Et le deuxième rêve, il va rêver sur du blé. Donc, les vaches, c'est un certain niveau, ça s'appelle le niveau du chai, du vivant. Et après, il va révéler d'un blé que le blé, c'est un tsomer. Si on sait qu'on a domem, tsomer, chai, medaber, domem, c'est ce qui bouge pas. Tsomer, c'est ce qui pousse. Chai, c'est ce qui vit. Et medaber, c'est ce qui parle. Donc, on a plusieurs niveaux. Donc, Paro, le premier rêve, il va parler de quelque chose. Donc, une vache. Et après, il descend de niveau et il va parler de quelque chose qui est tsomer, qui pousse. D'accord? Donc, il descend de niveau. Et ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu veut nous dire par le biais de cette paracha, que
au fait, un homme, il doit toujours avancer, monter, toujours essayer de monter vers le haut. Et il faut aussi comprendre le rêve de Paro. Quand Paro, il vient, il rêve de ses vaches, et il rêve après des vaches, des vaches qui sont très très grosses, et après des vaches qui sont très maigres. Alors, il y a des Khartoumim qui viennent le voir. Les Khartoumim, c'est les spécialistes de l'université de Paro. Il y a des spécialistes du sommeil. Alors, à l'époque, il y avait des spécialistes des rêves. Et ces spécialistes, qu'est-ce qu'ils viennent raconter à Paro? Ils viennent raconter à Paro, tu vas avoir 6 filles, et après tu vas enterrer les 6 filles. Paro, il accepte pas ça. Pourquoi il accepte pas ça? D'une manière simple, c'est parce qu'il se dit, c'est pas possible que moi, le Paro de toute l'Égypte, je fasse un rêve qui est personnel. Un rêve de Paro, ça doit être un rêve qui a rapport avec toute l'Égypte. Donc il se dit, c'est pas possible que je fasse des rêves comme ça. Moi, je suis le roi d'Égypte, je peux pas rêver quelque chose de personnel. Et il y a plusieurs choses que les Khartoumim, donc les spécialistes de rêves de Paro, lui disent, ils n'acceptent pas. Et la question que les commentaires ils se posent, le rabbi il pose cette question aussi, pourquoi personne lui a dit quelque chose d'aussi simple? Si tu vois des grandes vaches, des grosses vaches, des belles vaches, et après tu vois des vaches qui sont maigres, ça c'est simple de dire que tu vas avoir l'abondance, et après, qu'est-ce qu'il va avoir? La déchetterie, enfin, l'inverse de l'abondance. C'est quelque chose de simple. Il faut pas être Yosef Hatzadik pour... Où il était le catch? Pourquoi les autres n'ont pas compris ça? D'accord? Alors, pour comprendre ça, le rabbi dit, il faut comprendre une autre question. Tu sais que si on parlait devant le roi, quelque chose qu'on n'avait pas le droit de dire, c'était très grave à l'époque. Le roi, c'est quelque chose de vraiment important. C'était pas comme de nos jours, où on peut parler à un ministre et lui dire tu te trompes ou quelque chose comme ça. Personne disait au roi tu te trompes. Et personne disait un mot qui était en trop. Maintenant là, il s'agit de Yosef. Yosef qui était un serviteur, d'accord? Pire que ça, c'était un prisonnier. On lui a dit de donner la solution du rêve. On lui a pas dit de donner des solutions quoi faire. Comment se fait-il qu'il dit quoi faire à Paro? C'est en trop. Il n'y avait pas un mandat pour faire ça. Le rabbi il dit pourquoi? Parce que le quoi faire fait partie de la solution. Quel rapport? Tous les Khartoumim de l'époque, ils avaient une grande question. Comment se fait-il que les vaches grosses, elles sont à côté des vaches maigres? Si c'est 7 ans où on a plein d'argent et 7 ans où on n'a plus rien, alors il doit avoir des vaches grosses. Les vaches grosses, elles meurent. Et après, il y a des vaches maigres. Il doit avoir donc des shibolim, donc des gerbes qui sont comme ça, et après, il n'y a plus après les autres. Pourquoi ça se passe comme ça? Et c'est ce que, quand Yosef, il vient et lui dit la solution, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, dans le rêve, tu as la solution, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait partie du rêve. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il a montré à Paro un rêve, et dans le rêve, il lui donne la solution. Ça veut dire, c'est quoi ta solution de ton rêve? La solution de ton rêve, c'est que Akadosh Baruch Hu t'a dit quoi faire aussi. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il nous donne quelque chose, il nous donne toujours comment sortir de là. Et même si c'est en rêve, et même si c'est en chose, il faut toujours, et comprendre comment on sort de cela. Il y a une histoire qu'on raconte comme ça. Il y a un monsieur qui était dans l'armée, et le pauvre, il était en train de dormir, il est fatigué, et le commandant, il était là en train de lui expliquer. Alors, il faisait un chiot sur l'RPG, et il expliquait, et lui il était en train de dormir, il n'en pouvait plus, il était très fatigué, il venait faire des kilomètres, et il a pas réussi à tenir. Et le commandant, il s'est énervé sur lui, il a levé, comme ça, il a tapé sur la table, il s'est relevé comme ça, et il y a eu un faux mouvement, peut-être qu'il a tapé, je sais pas quoi, la table, ça fait une vibration, et l'RPG, il est parti, comme ça. Et lui, après, il a été très très malade, et ça lui a mis des mois de revenir à lui.
Et il a raconté, une fois il était à Bangkok, là-bas il y a un shliach qui s'appelle le Rav Nechemia Villalem, et il a raconté son histoire. Et il a raconté que, comme quoi, qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il a ça? Il a réussi à sortir. Il a réussi à sortir de ça. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, à partir de maintenant, chaque fois qu'il va avoir quelqu'un qui est blessé, des pieds, etc., je vais le voir, et je lui dis, on peut sortir de ça. Et il fait ça. Jusqu'à maintenant, chaque fois, il a réussi à courir. Alors qu'il avait plus de pieds. Et il va à tout le monde, il leur dit, vous savez, Akadosh Baruch Hu peut faire des miracles, il faut croire, croyez en vous, vous allez réussir, il faut se battre, il faut mettre des prothèses, il est là en train et il dit, je remercie, comme ça il dit, il a dit comme ça, je remercie Hachem, il y a que lui, il peut dire ça, que d'abord le commandant il m'a fait lever la tête, parce que s'il n'aurait pas levé la tête, ça n'aurait pas été les pieds qui auraient parti, c'était autre chose. Et deuxièmement, que grâce à ça, j'arrive à sauver tellement de monde. Parce que vraiment, parce que si il dit comme ça, si j'aurais été un homme simple, personne serait venu m'écouter. On dit sur Yaakov comme ça, on dit aussi sur lui que Yaakov, quand il s'est battu avec l'ange, il a demandé à l'ange, bénis-moi. Attends, qu'est-ce que tu lui demandes de te bénir? Là, si tu as quelqu'un de dangereux, tu lui dis, va-t'en. Non. Il a voulu essayer de sortir le bien de quelque chose de mal qui lui est arrivé. Et ça, si on veut d'essayer de sortir du bien de quelque chose de mal qui lui est arrivé, parce qu'il est dit, s'il m'est sorti quelque chose de mal, c'est que je dois apprendre quelque chose de bien. Et ça, si on veut, ça c'est le chemin de Yosef. Ça, c'est le chemin de Yaakov. Ça, c'est le chemin des tzadikim. De savoir que des fois, même si le chemin, des fois, il est pas comme on pense que ça doit se passer. On doit y croire que ça va bien se passer et que il va avoir du chesed, il va avoir de la bonté. Ça influence à Kadosh Baruch Hu de lui donner de la bonté, celui qui a la croyance. Et ça c'est Yosef. Le travail, toujours le travail. Même s'il a quelque chose de dur, il travaille, il continue, il travaille. Il rentre pas dans un yéhouch. Comme on a vu hier, la différence entre la tristesse et la mériroute et l'amertume. La tristesse, ça fait que quelqu'un il fait plus rien, il va se coucher. Alors que l'amertume, il est amer de ce qu'il a eu, alors il essaye de se changer. Et ça, c'est Yosef Hatzadik. À chaque fois, ce travail, et il arrive à se changer. Et c'est un petit peu aussi l'histoire de Hanouka. Il y avait justement, dans le même Bet Rabad là que j'ai raconté, il y a quelqu'un une fois, c'est le Rav, il nous avait raconté cette histoire, qu'il est allé voir un prisonnier, et qui était en prison en Thaïlande. Il s'est fait prisonnier tu vois, là-bas c'est terrible les prisons. Et ce prisonnier-là, quand Rav Nechemia il est venu lui apporter des Hanoukia, il a dit, je veux savoir quand on allume la Hanouka exactement. Il avait pas l'air très religieux, tu vois. Il voulait savoir. Alors il a dit, et celui qui est venu avec le Rav, c'était quelqu'un aussi qui n'aimait pas d'habitude les bougies de Hanouka. Mais quand il a vu le prisonnier, tellement il voulait savoir qu'est-ce que c'est Hanouka et quand c'est qu'on peut, parce qu'il a expliqué qu'à 3 heures, ils doivent dormir, à 4 heures, il s'est renseigné pourquoi. Il est dans une situation tellement dure. Pourquoi pour lui c'est tellement important d'allumer la Hanoukia? D'ailleurs, il y a eu la même histoire avec un des Asirei Tzion, je crois que c'est Sheransky. Et puis, il a pu voir sa femme pour quelques minutes. Et la seule question qu'il lui a demandé, c'est quel jour de Hanouka on est aujourd'hui? Ça veut dire, des fois, la neshama d'un juif, elle ressort comme ça, surtout dans les moments difficiles. D'un coup, la neshama, elle est allumée et elle veut s'attacher à une mitzvah tellement importante. Et alors, le monsieur qui était en Thaïlande, il a dit, pourquoi? Parce que j'ai entendu qu'on a la possibilité de regarder les bougies, et quand on regarde les bougies de Hanouka, on peut écouter leurs histoires. Et jusqu'à présent, il dit, je regardais pas les bougies de Hanouka, mais maintenant que je suis là où je suis,
Alors je regarde les bougies de Hanouka et j'entends qu'elles me disent il y a de l'espoir dans la vie. Et ça c'est Hanouka, et ça c'est Yosef. Il y a de l'espoir dans la vie. Il faut savoir que tout le galout, c'est comme un chalom, un dream. Tout le galout, ça veut dire tout ce qu'on est en galout. La différence entre le chalom, quelque chose qui est chalom, et quelque chose qui est vrai, que le chalom, c'est un rêve, il n'a pas de queue. Ça veut dire on peut voir des choses qui sont pas du tout réelles. Alors que la Géoula, c'est une lumière, c'est quelque chose qui est réel, quelque chose qui est vrai. Et il faut savoir que même quand on est dans un chalom, à la fin, Bezrat Hashem, on va voir la lumière de Hanouka va nous amener la lumière de la Géoula, tel que vous m'y